Chers internautes, bonjour, merci de nous rejoindre pour cette 5e édition de cette nouvelle saison d'Informatique News Hebdo, votre émission dédiée à l'actualité de l'informatique et des télécoms pour les professionnels. Et comme chaque semaine, pour décrypter, analyser et revenir sur l'actualité de la semaine, je suis en compagnie de notre rédacteur en chef, Guy Hervier. Bonjour Guy. Bonjour Jean-François. Cette semaine, Guy, nous avons un invité, en l'occurrence Jean-Paul Alibert, qui est le président de T-Systems, qui est donc la filiale de Deutsche Telekom, mais on aura l'occasion d'y revenir avec lui dans quelques minutes. Avant cela, je vous propose de faire un tour de l'actualité de la semaine avec un sujet récurrent qui est le sujet du marché des PC. J'ai envie de dire à nos lecteurs, précipitez-vous pour acheter des PC parce que là, la situation pour les constructeurs est un peu compliquée. Oui, alors effectivement, c'est les chiffres du Gartner tous les 3 mois. On a la livraison de ces chiffres, soit c'est le Gartner ou le DC. Ouais. Bon, c'est Cette les deux qui. Vous avez choisi Gartner. En général, les chiffres concordent assez. Et là, l'idée, c'est pas de donner un flash sur les chiffres trimestriels, mais de donner plutôt une tendance, puisque les chiffres trimestriels, comme on sait, c'est très volatile. Et donc, en fait, c'est le 12e trimestre consécutif de baisse de vente de PC. Donc, on était en 2011, où on était à un pic, on était à un rythme annuel de vente de 370 millions de PC. Et on est arrivé aujourd'hui à 270 millions. Alors, bon, évidemment... ça fait quand même 100 millions de moins. Ça fait 100 millions de moins. Ce qui est clair, c'est que maintenant, c'est clairement un marché mature de renouvellement. Il y a eu des terminaux qui sont apparus depuis et qui concurrencent assez largement le PC, en particulier, notamment chez les particuliers, dans le grand public, qui sont les tablettes et les smartphones. Et donc tout ça fait que, sachant que je dirais que les PC dans l'entreprise sont toujours sont l'outil indispensable. C'est-à-dire que tous ces terminaux, il y a l'aspect production et consommation de contenu. Production de contenu, il faut un clavier, une souris. Je vais dire, c'est absolument incontournable. On ne va pas écrire un long texte avec un iPhone. Donc, si on a du contenu à produire, et a priori c'est ce qui se passe dans les entreprises, le PC c'est toujours l'outil indispensable, auquel on peut évidemment, et c'est ce qui arrive souvent, ajouter des tablettes ou des iPhones. Chez les particuliers, c'est un petit peu différent dans la mesure où finalement, le fait que le PC soit moins important et en fait toutes les astuces marketing des vendeurs en fin d'année avec des promotions, etc. Bon, ça marche de moins en moins parce que finalement le fait est que les utilisateurs particuliers, ils consomment beaucoup plus qu'ils ne produisent. Et c'est vrai qu'on peut très bien écrire un email sur une tablette, écrire un article, c'est déjà un peu plus compliqué. Donc, je dirais que les particuliers se sont plus reconvertis sur ces outils qui sont, en plus, la tablette, elle est à la maison, mais le smartphone, il est toujours dans la poche. Et donc, c'est l'outil qui est quand même beaucoup plus facile. Donc ça, c'est, je dirais, le commentaire sur les chiffres, sachant que, évidemment, pour les fournisseurs, comme vous l'avez dit, c'est quand même une situation un peu compliquée, parce que qui dit réduction des ventes, dit réduction des marges, et donc on peut s'attendre, si cette tendance continue, à ce que les prix des PC, je dirais, repartent un peu à la hausse. Maintenant, sur les fournisseurs, je dirais que cette évolution a fait que les principaux acteurs sont toujours les mêmes et ont renforcé leur position. Et donc, en fait, si on prend déjà ne serait que les 3 premiers, donc on a HP, Lenovo et Dell, c'est quasiment 60% du marché. Donc en gros, ça veut dire que si vous voyez quelqu'un avec un PC, il y a plus d'une chance sur 2 que ce soit l'un de ces 3, ce qui est quand même assez important. Et je dirais que d'un trimestre sur l'autre, ça change, mais il y a des variations minimes. Alors, HP est revenu en première position. Vous vous souvenez, il y a quelques années, c'est Dell qui était le numéro 1, mais qui a complètement changé de business. Donc, je dirais que maintenant, les positions sont relativement établies. Et puis après, on a Asus, on a Acer. Qui baisse d'ailleurs un petit peu. Qui baisse un petit peu, mais enfin et puis Apple qui a bien bénéficié pour ses PC, je veux dire, pour ses desktops, desktop, ou ses portables,
de l'effet de l'iPhone et de l'iPad qui ont reboosté les ventes de desktop. Donc c'est un peu la situation générale. Et a priori, ça devrait continuer à évoluer dans ce sens-là. Il n'y a pas de raison qui laisserait indiquer un regain. Retournement de tendance. Non. D'autant qu'on voit bien finalement, les PC sont de plus en plus performants, mais il y a cette fameuse loi qui fait que le logiciel étant de plus en plus performant, mange quasiment toute la puissance supplémentaire. Et c'est vrai que si on regarde les PC d'aujourd'hui et les PC d'il y a 10 ans, on ne voit pas tellement de différence. Enfin, l'interface utilisateur est à peu près la même. Il n'y a pas eu d'innovation majeure. C'est qui est fait souvent aux acteurs, le secteur manque un peu d'innovation. Oui, mais qu'est-ce qu'on peut faire qu'est-ce qu'on peut apporter? D'ailleurs, finalement, c'est pas à nous de le dire, c'est leur rôle de le faire. Mais enfin, bon, voilà la situation actuelle. Okay. Très bien. Alors, ça c'était pour le marché des PC. On change complètement de sujet. Et la semaine dernière, c'était les assises de la sécurité à Monaco. Alors, on ne va pas revenir sur la pléthore d'annonces des différents fournisseurs, mais on va parler de l'ANSSI et la notion d'opérateur de service, puisque nos lecteurs ne sont pas forcément au fait ce genre de subtilité, mais la loi définissait ce qu'on appelle des OIV. Et justement, Guillaume Poupard, qui est le patron de l'ANSSI, j'allais dire, est passé un peu à l'attaque, vous me passerez l'expression, sur ces fameux opérateurs de service lors des assises de la sécurité. Alors effectivement, donc Guillaume Poupard, comme vous le dites, les assises de la sécurité, maintenant c'est devenu une institution, hein. C'est vraiment le rendez-vous de tous les spécialistes de la sécurité. Et déjà depuis quelques années, c'est lui qui fait le discours introductif, ou la conférence plénière. Et là cette fois, donc en tant que directeur de l'ANSSI, et là en fait effectivement il a rappelé en introduction qu'il allait, l'obligation pour faire en sorte que les opérateurs d'importance vitale, donc les fameux OIV, renforcent leur système de sécurité avec des normes qui soient clairement établies. Donc ça, c'est quelque chose qui est en cours. On en compte un peu plus de 200, donc les opérateurs d'importance vitale, c'est par exemple, je ne sais pas moi, les opérateurs de télécom. On voit bien que si les opérateurs de télécom ont leur réseau qui tombe en rade, ça poserait un gros problème. Les acteurs d'énergie, j'imagine. Exactement. Donc ça, c'est une première classe d'opérateurs. Et lui, il veut aller un petit peu plus loin en allant vers ce qu'il appelle des entreprises de services essentiels. Donc c'est élargir un petit peu le cadre, le périmètre de ces entreprises, dont on pourrait dire que le fait que leur activité soit interrompue pose aussi un problème pour le pays. Et donc, en gros, le message était, il aimerait bien élargir un peu les obligations qui sont faites aujourd'hui aux opérateurs d'importance vitale, ce soit élargi à une nouvelle classe d'entreprises. Donc ça, c'était le premier point. Deuxième point, c'était que la transposition de la directive Nice, qui a été votée l'année dernière au niveau européen. Donc, directive Nice, c'est en gros une standardisation d'un niveau de sécurité au niveau européen. La transposition est en train d'être faite en droit français. Et puis, après, il a donné un peu sa vision de la cybersécurité au niveau européen, parce que effectivement, dans le cadre de la construction européenne en marche ou en panne, comme on veut, ça dépend d'où on la présente. Il a rappelé quand même qu'en termes de mise en œuvre des moyens opérationnels, il était favorable au fait que ça reste au niveau français. Et donc, autant au niveau européen, qu'il y ait une coordination, une coopération avec la mise en place de normes et de pratiques communes, c'est une bonne chose. En revanche, pour ce qui est de la mise en œuvre opérationnelle, il faut que ça reste au niveau français. Ça veut dire qu'on reste maître de son destin, de sa souveraineté. Voilà. Donc c'était un peu les quelques messages qu'il avait voulu faire passer. Et puis le troisième point, c'était finalement, la sécurité, on en parle quasiment toutes les semaines. Hein. Et donc en fait, c'était un peu sa présentation dans comment c'est perçu dans l'entreprise. Donc en gros, l'idée, c'est de dire la guéguerre dont on pouvait parler fut un temps entre le DSI et le RSSI. Celle-là, elle est quasiment, c'est terminé. Enfin, les deux pôles ont bien compris qu'ils avaient des intérêts communs et qu'il faut qu'ils travaillent ensemble. Maintenant, on change un peu de niveau, et donc
c'est plutôt de dire qu'au niveau de la direction générale, avec tous les métiers qui veulent pousser dans le sens de la transformation numérique, il faut mettre un petit peu d'ordre à ça, parce que voilà, il faut quand même. On sait bien que il y a toute cette idée de système d'information à deux vitesses. Il y a d'un côté le back-end et puis tout ce qui est ouvert aux clients, etc. Donc des projets qui sont lourds et qui demandent des infrastructures solides et résilientes, et puis des choses qu'on fait très vite dans le. Donc il faut quand même faire attention à tout ça et faire en sorte que cette transformation numérique, elle ne soit pas faite au détriment de la sécurité, parce qu'en fait la sécurité, c'est toujours la métaphore du maillon faible, c'est-à-dire que c'est vraiment, si on a une porte d'entrée, ça permet de rentrer dans l'ensemble du système d'information. C'est pas cloisonné là où on voudrait que ça le soit. Donc c'était un peu les messages qu'il a voulu faire passer lors de ces assises. Très bien. Eh bien écoutez, on aura sûrement l'occasion aussi d'en reparler, ça c'est certain. Alors on change encore une fois complètement d'univers, on parle de RH et d'informatique, avec une annonce récente de l'éditeur de plateforme d'ailleurs, Workday, spécialisé dans l'univers des RH, avec des logiques assez intéressantes. Et je pense que, alors, l'annonce en soi est intéressante, mais je crois qu'elle est intéressante aussi à titre d'exemple. Significative de la transformation du marché. De toutes ces sociétés qui sont un peu comme Workday, donc ça pourrait être, je ne sais pas moi, Salesforce. On a parlé à un moment de Zuora, donc Zuora c'est le spécialiste pour tout ce qui est, de tout ce qui est abonnement. Et donc en fait, alors, parlons d'abord de l'annonce de Workday. Donc en gros, c'est une annonce générale qui s'appelle Data as a Service. Donc comme son nom l'indique, en gros, on vous fournit des données qui vous permettent des données, je dirais, anonymisées qui viennent de toutes les entreprises clientes et qu'on met à votre disposition, qui vous permettent de faire des voilà, exactement. Et donc il y a une annonce précise. Donc ça, c'est un cadre général, et une annonce précise qui est justement une annonce de benchmark qui permet aux DRH de faire tout un tas de benchmarking, enfin de comparaison entre leurs propres données et les données de leur secteur, parce que c'est ça ce qui est intéressant, c'est pas de dire on ne va pas comparer un distributeur avec une banque, parce que je veux dire, ça n'a pas grand-chose à voir. Mais en revanche, un distributeur dans l'univers de la distribution, ça c'est très intéressant. Et donc Workday a à sa disposition les données de 26 millions de salariés et près de 2000 entreprises. Donc ça devient significatif. Je crois que pour Workday, d'ailleurs, pour Zuora, c'est à peu près le même nombre de clients. Et donc, je dirais qu'une DRH va pouvoir prendre, par exemple, elle veut savoir la composition de ses salariés en termes de données simples, le sexe, l'âge, le niveau d'études, ce genre de choses. Et donc, elle peut directement comparer avec les données de son secteur. Plus intéressant, elle veut aller un peu au-delà, elle veut savoir quel est le taux de rotation dans leur propre entreprise. Donc elles vont avoir à leur disposition la comparaison sur, je dirais, la moyenne des entreprises du secteur. Et je crois que ça, c'est une démarche qui, alors évidemment, ça pose des problèmes qui ne sont pas négligeables. C'est-à-dire que ces données, il faut que ce soit des données qui soient vraiment génériques. Ça peut pas être. Non, ça c'est donc c'est vraiment c'est un sujet dont on parle fréquemment, la protection des données personnelles. Mais je dirais que c'est vraiment une tendance qui va certainement se développer, à savoir que tous ces fournisseurs-là ont finalement une mine d'or avec toutes ces données et vont pouvoir vendre ça en tant que service vis-à-vis de leurs clients. Je pense que Workday a fait cette annonce et Zuora, à qui je me souviens, j'avais posé la question, avait dit que c'était quelque chose auquel il pensait. Évidemment, il faut que l'échantillon soit suffisamment représentatif pour avoir des données qui soient intéressantes. Mais en tout cas, c'est à mon avis une tendance forte et intéressante. Très bien. Écoutez, encore un sujet qui est ouvert. Alors, ça c'était pour la semaine passée. Pour la semaine à venir, un anniversaire, puisqu'on a parlé des 50 ans de Capgemini il y a quelques semaines. Et cette fois-ci, 50 ans d'une autre institution, pour le coup franco-française, qui est l'ENRIA,
bien connu évidemment de nos lecteurs, qui fête donc la semaine prochaine au 104, hein, c'est ça Alors, en fait, c'est pas tout à fait ça. C'est effectivement, elle fête ses 50 ans. Alors, il y a deux dates. Elle fête ses 50 ans au 104, donc comme vous l'avez dit. Donc ça, c'est début novembre. Et puis la semaine prochaine, il y a des rencontres industrie. Donc c'est plutôt une série de conférences. Donc série de conférences sur l'automatisation, l'internet des objets, la sécurité, j'imagine. La sécurité et puis l'intelligence artificielle, parce que c'est quand même le domaine, avec la présence de Yann LeCun. Donc Yann LeCun, on va dire, c'est une pointure, puisqu'il est professeur au Collège de France et il est également patron de l'IA chez Facebook. Chez Facebook. Donc c'est quelqu'un de très connu. Donc il y a ce premier événement et puis le deuxième événement en novembre pour fêter le 50e anniversaire. Et là, comme je disais, l'INRIA, donc ça remonte à 1967. Donc finalement, c'est vraiment c'est les débuts de l'informatique en France. Et c'est bon, pour nos lecteurs les plus anciens, ils s'en souviennent, mais les plus jeunes beaucoup moins. C'est le début du plan calcul. Et donc, en fait, création de l'INRIA, on leur avait donné à l'époque un Iris 80 de la C2I. La C2I, c'était l'ancêtre, c'était une entreprise qui avait fusionné avec Bull. Donc un Iris 80 pour toute ressource informatique au départ. Alors au départ d'ailleurs, c'était pas l'INRIA, c'était l'IRIA. Le N n'existait pas. C'était Institut Recherche informatique et automatique. Le N est arrivé après, donc on disait l'INRIA et le L a été abandonné pour devenir INRIA, sachant que quand on le dit au long, c'est toujours l'Institut, parce qu'évidemment on ne va pas dire Institut. Ça c'est un peu de la cosmétique. Pour dire à peu près le positionnement de l'INRIA, c'est 2600 chercheurs, donc c'est quand même une institution importante, 1200 doctorants. Donc ils sont également associés, qui apportent aussi, toute leur expertise. Et puis, ça représente un budget qui est de l'ordre de 250 millions d'euros, donc c'est quelque chose de significatif, dont 25% est en ressources propres. Alors ressources propres, c'est contrat de partenariat avec des brevets, des choses comme ça. Donc c'est quelque chose qui est également significatif. Et on le sait, l'INRIA, avec je dirais plus ou moins de réussite, mais l'INRIA a aussi eu un programme, maintenant tout le monde le fait, mais ils ont été, c'était un peu leur vocation, un programme de création de start-up, et donc il y a un certain nombre de start-up qui sont liées à l'INRIA avec des programmes initiaux. Donc c'est vraiment une institution de renommée mondiale, si je puis dire. C'est quelque chose de très important. Très bien. Et puis pour conclure ce décryptage de l'actualité de la semaine, dans la série Les cordonniers sont les plus mal chaussés, on a eu Deloitte il y a quelques semaines et maintenant Accenture, qui sont évidemment sociétés de conseil bien connues qui œuvrent dans le domaine de sécurité et qui se sont fait subtiliser un certain nombre de données, ce qui évidemment n'est pas forcément de nature à rassurer leurs clients potentiels. Alors effectivement, on retombe dans le domaine de la sécurité. D'ailleurs, on pourrait faire quasiment une rubrique chaque semaine, le point de l'événement sécurité de la semaine. Mais là, en l'occurrence, effectivement, c'est Accenture. C'est pas la PME du coin quand même. Et donc, en gros, il y a eu une petite faille sur une instance AWS, donc le cloud d'Amazon. Apparemment, la faille a été corrigée du jour au lendemain, mais en tout cas, c'était 40 000 mots de passe qui étaient comme ça dans la nature. C'est quand même un gros problème, quoi. Et on se dit, mais comment il est possible que des entreprises pareilles, Accenture, qui a un département de spécialistes en sécurité qui doit comme Deloitte, comment on arrive là? Donc ça veut dire que c'est vraiment un problème qui touche toutes les entreprises, des plus petites aux plus grosses, des moins spécialisées aux plus spécialisées, et que c'est une attention de tous les jours. Eh bien, merci Guy pour cette analyse et ce entre guillemets coup de gueule. Justement, on a la transition toute trouvée pour notre invité de la semaine, qui est Jean-Paul Alibert, qui est président de T-Systems, la filiale de Deutsche Telekom, et qui a, vous en parlerez avec lui, une offre en matière de sécurité.
cette semaine, nous avons le plaisir de recevoir, dans le cadre de notre rubrique l'invité de la semaine, Jean-Paul Alibert, qui est président de T-Systems France. Jean-Paul Alibert, bonjour. Bonjour Guy. Alors, T-Systems, peut-être que tous nos lecteurs ne vous connaissent pas. Juste en quelques mots, on pourrait dire que vous êtes T-Systems est à Deutsche Telekom ce que OBS, Orange Business Service, est à Orange. Vous avez développé votre activité à partir d'une prise de participation dans une SS2I allemande qui s'appelait Debis. Vous êtes à peu près 45 000 personnes dans le monde et vous avez le plus grand cloud SAP, bon ça c'est pas un hasard finalement, au monde. Donc c'est une fiche d'identité assez rapide. Et est-ce que ça correspond à peu près à la réalité? Est-ce que vous pouvez nous l'élaborer un tout petit peu plus? Oui, sauf sur le début. Puisqu'en fait, oui, on a été créé par la fusion de différentes IT internes, et puis derrière, il y a eu d'autres acquisitions. Oui, nous sommes évidemment filiale de Deutsche Telekom. En fait, nous sommes la branche entreprise de Deutsche Telekom. Oui, on est 45 000 personnes, 48 000 exactement, dans un groupe Deutsche Telekom qui en fait 225 000, ce qui fait de Deutsche Telekom le deuxième opérateur en Europe, européen. Et à une taille qui est, pour revenir sur Orange, parce que là je vais dire non, une fois et demie plus grosse pour Deutsche Telekom et pour T-Systems par rapport à OBS, puisque T-Systems nous faisons 7,9 milliards d'euros. Donc c'est à peu près une fois et demie les filiales des autres opérateurs, mais c'est pas ça qui nous différencie le plus. Ce qui nous différencie le plus, c'est qu'on fait 40% de notre business sur les réseaux d'entreprise, et on fait 60% de notre business en IT. Et donc, là où les filiales d'opérateurs sont très, très, très fortement axées sur les réseaux, nous, on est finalement maintenant plus sur l'IT que sur le réseau. Alors, comme on est plus gros, sur la partie réseau, on a ces entreprises-là en compétition. Vous êtes aussi gros qu'eux, mais sur l'autre Voilà. partie, vous êtes beaucoup plus gros. Et voilà, ça n'a rien à voir. Et du coup, sur la partie IT, nos compétiteurs sont les grands players, notamment de l'outsourcing d'infrastructures, puisque 80-90% de notre activité en IT, c'est de l'infrastructure. Outsourcing d'infrastructures numériques. Bien, alors comme vous savez, dans cette rubrique invité de la semaine, finalement la première question qui vous est posée, c'est l'actualité de la semaine passée ou des semaines récentes qui a retenu votre attention, pas nécessairement d'ailleurs liée à T-Systems, mais qui peut être plus large, lié à l'informatique. Donc est-ce qu'il y a un élément particulier qui évoque quelque chose dans votre esprit? Écoutez, moi, il y a une chose qui m'a vraiment fortement étonné ces dernières semaines. C'est l'actualité autour de la data privacy. Alors, on parle beaucoup de GDPR. Oui, ça, on en parle beaucoup. Voilà. Mais en fait, j'ai vu passer une information, j'arrive même pas à croire qu'elle soit vraie. C'est une fake news, en fait, c'est ça? Je ne sais pas, je vous laisserai vérifier, vous me direz. Il semblerait que Donald Trump ait obtenu un jugement pour récupérer 1,3 million d'informations personnelles auprès de Facebook pour obtenir les informations des personnes qui ont défilé contre son élection en début d'année. Alors je l'ai vu 2 fois dans des news différentes, donc je me dis que c'est peut-être vrai, mais moi je trouve ça absolument stupéfiant. Donc le terme, l'étonnement, c'est plutôt vous êtes choqué, vous voulez dire? C'est peut-être, c'est absolument que le effrayant. Patriot Act puisse être détourné pour faire des choses aussi antidémocratiques. Moi, oui, ça m'a choqué. Cela dit, si on connaît le personnage, c'est peut-être un peu moins étonnant, non? En fait, j'ai pas envie de parler du personnage, mais c'est vrai que le Patriot Act et les lois de protection qui sont en train de changer en France aussi, on ne peut que finalement le comprendre, mais ça doit en aucun cas être détourné pour espionner des particuliers, des députés. Et là, moi, je considère qu'on a un vrai risque. Et je pense que le G29 travaille là-dessus, en Europe en tout cas. Et nous, on est très attachés à non pas des clouds souverains,
parce qu'on a vu en plus en France... Ce que ça a donné, oui. Voilà, Il vaudrait peut-être mieux faire autre chose. On ne peut pas dire que ça en France, ça a laissé un bon souvenir, mais par contre, qu'on ait une vraie démarche au niveau européen, comme le fait le G29, de responsabilisation et de surveillance de ce que font les acteurs, y compris, et nous en premier, des informations qu'ils manipulent. Donc on parle à nouveau du GDPR et de la cybersécurité. Hein, c'est aussi, les deux sont très liés. Pour moi, c'est un vrai sujet. Et je pense que c'est pas très bon pour nos confrères américains parce que ça a relancé un sujet qui est le Patriot Act, qui était en train d'être un peu oublié. Et je pense que c'est une très grave erreur si vraiment... Donc on vérifiera l'information. Et ça m'intéressera d'avoir la confirmation ou l'infirmation parce que, en tout cas, ça traduit un climat qui est quand même, je trouve, un peu inquiétant. Alors justement, on va arriver à T-Systems en France. Donc vous êtes organisé un peu à l'image de la Corp, enfin on ne dit pas la Corp d'ailleurs, la Corp. Vous êtes organisé en deux grandes structures, donc infogérance d'un côté, intégration de systèmes. Et dans l'historique de T-Systems en France, donc il y a eu une période depuis 2010 qui a été relativement difficile. Bon, a priori vous êtes stabilisé aujourd'hui. Où est-ce que vous en êtes? Quelles sont vos principales activités, vos grands clients? Alors, en fait, T-Systems, globalement, s'est très, très profondément transformé entre les années 2012, 2013 et 2015. Oui, 12-15. 3 ans de très profonde transformation, globalement, mais aussi, évidemment, dans les pays comme la France. Ce qu'on a fait en France, c'est qu'on est sorti de deux métiers qui étaient le plus gros du business, qui étaient des métiers de proximité et l'intégration de systèmes. Et donc aujourd'hui, en France, on ne fait plus, entre guillemets, que de l'infogérance de réseau, enfin du réseau, et de l'outsourcing d'infrastructure. On ne fait plus d'intégration de système. Ce qui d'ailleurs nous permet, on en parlait tout à l'heure, d'avoir la possibilité d'être intéressant pour un réseau d'intégrateurs, puisque nous ne sommes plus du tout concurrents sur ces métiers. Donc nous nous sommes focusés dans les années en France 2013 à 2015, 2015, sur ces métiers-là, en se retirant progressivement des métiers de proximité et en allant vers de l'outsourcing d'infrastructure, qui est finalement, et c'est ce qui nous différencie fortement, de l'outsourcing d'infrastructure en mode cloud. Là, justement, on arrive au cloud, mais peut-être avant de parler du cloud, parmi vos gros clients, est-ce que vous avez, je suppose, des filiales de sociétés allemandes, mais est-ce que vous avez aussi des grandes sociétés françaises? Et est-ce que vous ciblez plutôt les grands comptes ou est-ce que vous avez un portefeuille qui est beaucoup plus large? Alors, d'abord, nous avons majoritairement des comptes français en France. Hein. Nos plus grands clients en France, c'est Airbus, c'est Société Générale, c'est Sanofi, c'est... je vais en oublier plein, c'est Bouygues, voilà. Donc, vous l'avez compris, on adresse en direct plutôt des grands comptes ou des très grands comptes. En fait, ce qui nous intéresse dans chaque pays, c'est en gros le top 100 des entreprises internationales. Donc, c'est vraiment ça notre cœur de cible. Et donc, on adresse en direct majoritairement ces clients-là. Et c'est vrai que comme on a industrialisé énormément nos offres, on vient, en gros, à notre métier, c'était reprendre, vous l'avez dit, on s'est constitué comme ça, mais on a continué là-dessus, reprendre l'IT, les infrastructures de grandes entreprises. Et la chance qu'on a eue, c'est qu'étant filiale d'un opérateur qui a les moyens et l'ADN d'investir pour récolter, en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'à nos frais, progressivement, on a pris nos clients et on les a posés sur une plateforme unifiée, qui est un best-of-breed, qui est agnostique, donc on n'est pas lié à un constructeur, un éditeur, on prend le mieux du marché, on l'intègre, et on apprend à le faire tourner, on met des automatisations de plus en plus fortes dessus, ce qui fait qu'on arrive à sortir du cloud privé avec des coûts. Et donc, NoAtEdge, en gros, c'est on automatise au maximum et on cherche à faire en sorte qu'il n'y ait plus d'erreurs humaines,
et du coup que nos systèmes soient toujours up and running. Je crois que l'automatisation, c'est un thème qui est récurrent et dans tous les domaines, dans la sécurité, dont on parlera un petit peu plus tard. On a cité le mot cloud déjà 2-3 fois. Il se trouve qu'en décembre dernier, vous avez annoncé donc, votre offre cloud en France, avec l'ouverture d'une offre dans un data center Equinix, donc, qui est proche de votre siège d'ailleurs, si je ne me trompe. Donc décembre 2016, ça fait une petite année, on va dire. Quelles sont les offres qui sont proposées sur ce cloud et est-ce que vous avez déjà signé des contrats significatifs? Alors, on a démarré la commercialisation dans l'été. Il a fallu un peu de... La plateforme est opérationnelle depuis avril-mai, on a commencé la commercialisation. Donc en fait, on démarre la commercialisation en ce moment. Et alors, c'est très intéressant parce que justement, on commence à intéresser des partenaires indirects qui vont revendre nos offres de cloud, pas seulement celles-ci, mais plus généralement nos offres de cloud, et des acteurs plus petits. Du coup, ça nous permet d'alimenter nos partenaires. C'est presque contre-intuitif d'ailleurs, parce que quand on pense cloud, on se dit ça veut dire que le fournisseur va pouvoir vendre en direct avec ses clients. Et puis en fait non, il faut, pour démultiplier cette offre-là, il faut malgré tout un réseau de partenaires. Exactement. Et il faut que cette offre soit suffisamment simple pour que les partenaires, enfin je ne veux pas dire que les partenaires ne font des choses simples, mais enfin en tout cas qu'elles soient suffisamment standardisées pour qu'ils puissent les revendre à vos futurs clients. Oui, et d'autant plus que les partenaires qu'on va chercher sont ceux qui sont plutôt côté intégration de système, justement. Donc eux, les infrastructures, c'est pas toujours super naturel pour eux. Donc oui, ça doit être super simple à vendre, à coter, à implémenter. L'implémentation, on l'a fait pour eux, hein, évidemment, auprès de leurs clients. Mais donc voilà, on est plutôt dans une démarche indirect channel, plutôt mid-market. Alors qu'en fait, on avait initialement conçu cette plateforme pour les grands comptes. Pour qu'elle soit pour les grands comptes. Et en fait, c'est assez paradoxal, mais c'est assez amusant. Mais ça nous aide à vendre du cloud, y compris lorsqu'il est hébergé en dehors de France. Parce que finalement, on a levé dans l'esprit de nos clients la crainte d'être obligé de rester en Allemagne ou à Houston ou en Malaisie ou à Singapour, pardon. Et du coup, finalement, à partir du moment où cette crainte est levée, finalement, être en Allemagne ou en France, c'est pareil. Il y a moins de temps de latence entre Paris et Francfort qu'entre Paris et Marseille. Hein. Donc finalement, pour nos clients français, les grands clients qui ont beaucoup gagné en maturité ces 2 dernières années, je parle des grands clients, c'est plus vraiment un sujet. Alors, il se trouve que, donc on ne va pas parler de clients puisque c'est encore trop récent, mais on aura l'occasion d'en parler. Il se trouve que la semaine dernière, se tenaient les assises de la sécurité, donc maintenant c'est une institution, et que par ailleurs, vous-même, vous avez annoncé, il n'y a pas longtemps, hein, une offre sécurité sous le label Magenta Security, qui regroupe un certain nombre d'offres. Est-ce que vous pouvez nous... Alors je crois que vous dites qu'au niveau mondial, vous avez 1300 experts dans le domaine, donc c'est une force de frappe qui est assez significative. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que vous voulez faire dans le domaine de la sécurité, direz-vous, par rapport à cette multitude d'offres qui peut exister par ailleurs? En fait, la même chose que sur ce qu'on fait avec Microsoft, avec SAP, avec l'ensemble des autres solutions du marché. Ce qu'on a décidé de faire, c'est d'abord, on opère pour nos clients des environnements de travail, des réseaux et évidemment du cloud dans les data centers. On est vraiment sur les 3 sujets. Et on avait des experts en sécurité sur chacun de ces sujets. Qu'est-ce qu'on a fait il y a 18 mois? On les a regroupés en une seule division. Et là, on s'est rendu compte d'une chose qu'on ne savait même pas, c'est qu'on avait plus de 1000 experts en sécurité. Et donc, on a la capacité à vraiment fournir du service autour de ces sujets-là, y compris en France. Mais ce qui nous intéresse, nous, c'est de construire des plateformes. Et donc, notre approche sur la cyber, c'est de construire de la cybersecurity as a service. Et donc, de décharger nos clients, comme on le fait sur SAP par exemple, de tout ce qui est recherche de produits, choix de produits, intégration, design, intégration, apprendre à faire tourner ça, à l'opérer, et donc tout ce qui n'a aucune valeur pour un client, pour une DSI. Nous, on se charge de ça. Derrière, sur les différents produits qu'on amène au marché, on pourra en parler,
ce qui est important pour une DSI, c'est de prendre la main sur comment je vais gérer la cyber dans mon entreprise. Et quand on voit le nombre de sujets qu'a une DSI aujourd'hui à traiter en cyber, c'est énorme. C'est entre 40 et 50 sujets de cyber. Donc, aucune, même les plus grosses, aucune DSI n'aura les moyens de faire tout ça. Et donc, de plus en plus, ça force les DSI, y compris les DSI françaises les plus réfractaires, à se dire je ne vais pas faire moi-même, je vais acheter tout prêt. Mais alors là pour le coup, déjà dans le cloud, la notion de confiance était quelque chose d'important. Donc vous avez dit qu'on a passé cette étape-là. Mais dans le domaine de la sécurité, là c'est encore plus important. C'est-à-dire que la confiance, je veux dire, déléguer sa sécurité à quelqu'un d'autre, c'est un peu, en gros, comme si je vous donnais les clés de mon appartement. C'est quelque chose qui paraît un peu inimaginable. Donc vous pensez que les entreprises sont prêtes à ce genre de choses? Oui, je pense, parce qu'elles n'ont plus le choix. Et à nouveau, ce qui est très important, et c'est ce que je dis à mes clients, ils doivent garder la maîtrise de la gestion, par exemple des alarmes, du paramétrage, du traitement, de la réponse. Mais aller designer et faire tourner une plateforme de DDoS, franchement, à quoi ça sert? À quoi ça sert? Mais finalement, il n'y a plus beaucoup de valeur ajoutée dedans. Non, il n'y a aucune valeur ajoutée pour un client. En fait, nous, notre valeur ajoutée, c'est d'amener une réponse qui est valable pour tout le monde. Charge à chaque DSI, justement, en s'appuyant sur quelque chose qui reste finalement assez standard, d'aller amener toute la compétence métier. On ne gère pas la sécurité et les événements et les protections de sécurité dans une banque comme dans une entreprise de sidérurgie, dans le transport, dans l'énergie. Ce n'est pas du tout les mêmes sujets qu'on va chercher à adresser et pas les mêmes menaces. Et selon que vous êtes plus ou moins sensible au Patriot Act, eh bien vous allez avoir une approche différente. Selon que vous êtes plus ou moins sensible à des employés qui seraient plus ou moins matures par rapport à la sécurité, vous allez plutôt vous prémunir plus ou moins sur du ransomware, des sujets comme ça. Et donc c'est ça qu'une DSI doit être capable de faire. C'est faire le lien entre son business et les multiples sujets, et Dieu sait qu'il y en a de plus en plus, de risques cyber. Et alors cette offre sécurité, elle est destinée à vos clients existants ou vous pensez gagner de nouveaux clients avec ça? Finalement, entrer par ces nouvelles offres, le cloud, la sécurité, entrer chez de nouveaux clients et puis après faire du cross-selling, comme on dit en beau français? Bien évidemment, bien évidemment. Mais alors, on protège déjà nos clients. De fait, ceux qui nous achètent du cloud, ils sont protégés par ces solutions-là. On subit actuellement, on est bien entraîné, plus de 300 attaques par minute. Par minute. Donc on est entraîné. Et pour l'instant, ça passe pas. Donc près de 2000 depuis qu'on a commencé cet entretien. Ça fait beaucoup. Je vous laisse faire le calcul, mais voilà. Donc de fait, on a la capacité et on protège déjà nos clients. Après, évidemment, quelqu'un qui veut acheter une protection réseau avec un de nos partenaires qui est Zscaler, quelqu'un qui veut faire du SIEM, donc protection événementielle ou détection événementielle de problèmes de sécurité avec l'un de nos partenaires qui sont HPE et AlienVault, puisque c'est les deux produits qu'on a pour l'instant choisis comme meilleure solution sur le marché. C'est tout prêt, il n'y a plus qu'à l'utiliser. Donc il y a quand même de grosses contraintes de timing sur tous ces sujets-là dans les entreprises. Vous voulez vous protéger en DDoS, c'est maintenant qu'il faut le faire. Les caméras qui sont utilisées pour faire du DDoS, elles sont là, elles sont installées par millions. Ça va revenir, ce genre d'attaque. Alors après, est-ce qu'on est une victime potentielle d'un chantage au DDoS ou d'un ransomware C'est à chacun de se positionner. Je crois que ce qui est clair, c'est que pour la sécurité, on est sûr d'une seule chose, c'est que ça va rester un problème pour toujours. Enfin, les technologies vont évoluer, mais les problèmes vont rester. Je crois qu'on a fait un tour assez complet. On aura l'occasion de reparler de vos clients dans le cloud et dans la sécurité, puisque les offres sont toutes récentes. Jean-Paul Alibert, merci beaucoup. Merci à vous. Merci à vous, Jean-Paul Alibert. Merci à vous, Guy. Merci à vous, chers internautes, qui nous avez suivis durant cette émission. Et nous vous proposons de vous retrouver la semaine prochaine, même lieu, même heure, pour une nouvelle édition d'Informatique News Hebdo. En attendant, excellente semaine. Merci.